Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un format un peu particulier. On décide d'explorer les contes ensemble. Est-ce que déjà tu pourrais nous expliquer pourquoi c'est important de s'intéresser aux contes ? D'abord, c'est important parce que je crois que les bons contes font les bons humains et que c'est une sorte de guide psychique, symbolique et même énergétique, comme un bréviaire, comme ça, qui nous donne des indications fiables pour faire notre chemin dans la vie, dès l'enfance, bien sûr. Je pense que dans les contes, tout est important, chaque mot est important, chaque expression nous renvoie à des choses profondes si on écoute véritablement. Il faut se souvenir que c'est une tradition orale aussi, bien sûr, donc il y a vraiment cette vibration du mot. Et de manière plus large, je dirais qu'entre les mythes et les contes, pour moi, il y a l'axe de la verticalité entre le pôle le plus yang du mythe, qui est une expression d'histoire très caractéristique, avec des personnalités puissantes, avec toujours des noms, ils sont surnommés les héros des mythes, et qui racontent comment, d'une certaine manière, l'ego se précipite dans la chute, avec du coup une sorte d'école du discernement qui peut naître de ça, alors que les contes sont plus, de mon point de vue, une sagesse profonde du féminin, du yin, dont les héros sont souvent pas nommés. Ils ont une fonction, un titre, mais pas plus, le roi, la reine, etc., le prince, la princesse. Mais on voit comment, à partir de cette matrice de l'indifférencié, des quêtes émergent, deviennent spécifiques, et vont s'accomplir pour trouver une apogée dans une vie qui a du sens. C'est pour ça que ça me paraît utile de se repencher là-dessus. Et donc, pour simplement résumer ce que tu viens de dire et donner des petits repères aux téléspectateurs, souvent tu dis que les mythes sont l'histoire d'une chute et que les contes sont l'histoire d'une quête. Et ça te tenait à cœur de commencer notre exploration des contes par La Belle au bois dormant. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix ? Tous les contes parlent d'un rapport à l'invisible qui doit être éclairci. Mais le conte de La Belle au bois dormant, dans sa version initiale et intégrale, qui n'est pas celle de Walt Disney bien sûr, est très explicite dans la manière dont il pointe ce qui doit être éclairé de la famille, des actes de parenté, d'une manière, à ma connaissance, assez rarement égalée finalement dans la plupart des contes. Il y a le Petit Poucet aussi, dont on aura l'occasion de reparler peut-être. Mais là, il y a une manière très, très crue, je dirais, de mettre à nu les dangers de la parentalité. Donc La Belle au bois dormant de Charles Perrault comme une bonne introduction au transgénérationnel. Alors voilà comment on va fonctionner aujourd'hui. On va vous lire certains extraits du conte et Carole va nous expliquer ce qu'il est important d'éclairer selon elle. Et puis voilà, on vous embarque dans l'histoire. Il était une fois un roi et une reine qui étaient si fâchés de n'avoir point d'enfants, si fâchés qu'on ne saurait dire. Enfin, pourtant, il leur naquit une fille. On fit un beau baptême. On donna pour marraine à la petite princesse toutes les fées qu'on put trouver dans le pays. Il s'en trouva 7, afin que, chacune d'elles lui faisant un don, comme c'était la coutume des fées en ce temps-là, la princesse eut, par ce moyen, toutes les perfections imaginables. Après les cérémonies du baptême, toute la compagnie revint au palais du roi, où il y avait un grand festin pour les fées. On mit devant chacune d'elles un couvert magnifique, avec un étui d'or massif où il y avait une cuillère, une fourchette et un couteau de fin or, garni de diamants et de rubis. Mais comme chacun prenait place à table, on vit entrer une vieille fée, qu'on n'avait point priée, parce qu'il y avait plus de 50 ans qu'elle n'était sortie d'une tour et qu'on la croyait morte ou enchantée. Le roi lui fit donner un couvert, mais il n'y eut pas moyen de lui donner un étui d'or massif, comme aux autres, parce que l'on n'en avait fait faire que 7, pour les 7 fées. La vieille crut qu'on la méprisait, et grommela quelques menaces entre ses dents. Une des jeunes fées, qui se trouva auprès d'elle, l'entendit, et, jugeant qu'elle pourrait donner quelques fâcheux dons à la petite princesse, alla, dès qu'on fut sorti de table, se cacher derrière la tapisserie, afin de parler la dernière et de pouvoir réparer, autant qu'il lui serait possible, le mal que la vieille aurait fait.
Cependant, les fées commencèrent à faire leurs dons à la princesse. La plus jeune lui donna pour don qu'elle serait la plus belle personne du monde. Celle d'après, qu'elle aurait de l'esprit comme un ange. La troisième, qu'elle aurait une grâce admirable à tout ce qu'elle ferait. La quatrième, qu'elle danserait parfaitement bien. La cinquième, qu'elle chanterait comme un rossignol. Et la sixième, qu'elle jouerait de toutes sortes d'instruments dans la dernière perfection. Le rang de la vieille fée étant venu, elle dit, en branlant la tête encore plus de dépit que de vieillesse, que la princesse se percerait la main d'un fuseau et qu'elle en mourrait. Alors, après cette introduction, qu'est-ce qui te semble important de discuter ? Dès les premiers mots, c'est important. Ça nous dit le roi et la reine étaient bien fâchés. À l'époque, on ne parle pas de frustration. C'est un mot qui n'est pas encore à l'ordre du jour. On entend que quand on insiste sur le bien fâché, c'est vraiment que le roi et la reine, ils ont l'habitude, parce qu'ils ont tous les pouvoirs, que tout marche à la baguette. Quand ils veulent, ils obtiennent. Et là, il y a cette espèce d'os en travers de leur gorge qui dit « on n'a pas toujours ce qu'on veut, vous ne pouvez pas avoir d'enfant ». C'est le point de départ de beaucoup de contes, le fait que on a tous les pouvoirs, mais on n'a pas ce pouvoir-là d'obliger l'âme d'un enfant à venir. Et c'est drôle d'ailleurs la manière dont on dit « enfin, pourtant, une fille leur naquit ». Enfin, pourtant, c'est curieux mis côte à côte. Mais ça rend bien témoignage de cette tension, je dirais, entre la frustration des uns et ce qui peut venir, mais qui ne va pas être peut-être aussi idéal que ce qui serait attendu. Donc dans l'histoire des fées qui sont invitées, on entend aussi cette sorte de recherche de tous les pouvoirs, de toutes les magies, de tous les presque artifices, je dirais, qui font que on va s'assurer que tout va être parfait, qu'on aura une vie merveilleuse, etc. Mais on oublie toujours quelque chose qui là en plus est oublié. Là, pour moi, ça parle du refoulement, depuis 50 ans, c'est-à-dire 2 générations. Et cette chose qu'on a oubliée se rappelle à nous pour dire « moi, je ne suis pas contente, on n'a pas voulu me prendre en considération, je vais me venger ». Et c'est vrai que d'une certaine manière, ce qui est refoulé tend toujours à remonter à la surface, souvent de manière peu agréable à travers des symptômes ou des événements. Comme disait Jung, tout ce qui n'a pas été conscientisé, voilà, tout le refoulé ressurgit sous forme d'événements. Voilà, la méchante fée, c'est surtout ce retour de la frustration qui vient dire « ça ne doit pas être aussi simple que ça, votre pouvoir ne peut pas tout acheter ». Oui, et puis je trouve le parallèle de ce qui surgit malgré tout ce qui a été prévu. C'est sept couverts absolument magnifiques et puis qu'on n'a pas prévu l'imprévu. Finalement, il n'y avait pas de couvert en extra pour cette vieille fée qui arrivait et que ça précipite aussi le mécontentement ou ça l'augmente encore plus finalement, enfin, celui de la vieille fée. Et puis en même temps, d'une part, ce mécontentement est légitime si on entend qu'il exprime une forme de retour du refoulé qui s'exprime et qui a besoin de s'exprimer, parce que le but de la vie, c'est pas d'avoir le plus de pouvoir possible et que tout soit parfait, c'est d'être conscient. Donc c'est prendre notre responsabilité à l'égard de ce qu'il y a eu avant nous. Donc la vieille fée, c'est une question aussi sur pourquoi on l'a oublié. Pourquoi une chose qu'on tait, comme ça, un secret de famille par exemple, on l'oublie pendant 2 générations, et il ressort à la 3e avec beaucoup de force, souvent, dans la vie de l'enfant qui vient. Et puis ça dit aussi, vous croyez que vous pouvez tout acheter, mais la fée mauvaise, entre guillemets, la fée refoulée, je vais l'appeler, revient et elle dit, la mort va arriver. Alors que le point de vue du roi et de la reine, c'est, ah, on a enfin tout ce qu'on veut, on contrôle tout. Et c'est une forme de folie, c'est comme tous ces gens qui veulent la vie éternelle, enfin l'immortalité, qui est autre chose que la vie éternelle. Et ça, c'est un petit peu le délire de ce roi et de cette reine, de vouloir oublier que la mort va venir. Je me pose la question du rôle de cette 6e fée, la plus jeune, qui va se cacher derrière la tapisserie. Je ne sais pas si on parle déjà d'elle maintenant ou est-ce qu'on attend un petit peu la suite du conte pour en parler ? On attend un petit peu la suite. Ce terrible don fit frémir toute la compagnie, et il n'y eut personne qui ne pleura. Dans ce moment, la jeune fée sortit de derrière la tapisserie et dit tout haut ces paroles.
Rassurez-vous, roi et reine, votre fille n'en mourra point. Il est vrai que je n'ai pas assez de puissance pour défaire entièrement ce que mon ancienne a fait. La princesse se percera la main d'un fuseau. Mais, au lieu d'en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera 100 ans, au bout desquels le fils d'un roi viendra la réveiller. Le roi, pour tâcher d'éviter le malheur annoncé par la vieille, fit publier aussitôt un édit par lequel il défendait à toute personne de filer au fuseau, ni d'avoir des fuseaux chez soi, sur peine de vie. Au bout de 15 ou 16 ans, le roi et la reine étant allés à une de leurs maisons de plaisance, il arriva que la jeune princesse, courant un jour dans le château, et montant de chambre en chambre, alla jusqu'au haut d'un donjon, dans un petit galetas où une bonne vieille était seule à filer sa quenouille. Cette bonne femme n'avait point ouï parler des défenses que le roi avait faites de filer au fuseau. « Que faites-vous là, ma bonne femme » dit la princesse. « Je file, ma belle enfant » lui répondit la vieille, qui ne la connaissait pas. « Ah, que cela est joli » reprit la princesse. « Comment faites-vous ? Donnez-moi que je vois si j'en ferai bien autant. » Elle n'eut pas plutôt pris le fuseau que, comme elle était fort vive, un peu étourdie, et que d'ailleurs l'arrêt des fées l'ordonnait ainsi, elle s'en perça la main et tomba évanouie. La bonne vieille, bien embarrassée, crie au secours. On jette de l'eau au visage de la princesse, on la délace, on lui frappe dans les mains, on lui frotte les tempes avec de l'eau de la reine de Hongrie, mais rien ne la faisait revenir. Alors le roi, qui était monté au bruit, se souvint de la prédiction des fées, et jugeant bien qu'il fallait que cela arriva, puisque les fées l'avaient dit, fit mettre la princesse dans un bel appartement du palais, sur un lit en broderie d'or et d'argent. On eût dit d'un ange, tant elle était radieuse, car son évanouissement n'avait point ôté les couleurs vives de son teint. Ses joues étaient incarnates et ses lèvres comme du corail. Elle avait seulement les yeux fermés, mais on l'entendait respirer doucement, ce qui faisait voir qu'elle n'était pas morte. Le roi ordonna qu'on la laissât dormir en repos, jusqu'à ce que son heure de se réveiller fût venue. La bonne fée, qui lui avait sauvé la vie en la condamnant à dormir 100 ans, en fut avertie. Comme elle était grandement prévoyante, elle pensa que, quand la princesse viendrait à se réveiller, elle serait bien embarrassée toute seule dans ce vieux château. Voici ce qu'elle fit. Elle toucha de sa baguette tout ce qui était dans ce château, hors le roi et la reine. Gouvernante, fille d'honneur, femme de chambre, gentilshommes, officiers, maîtres d'hôtel, cuisiniers, marmitons, galopins, gardes, suisses, pages, valets de pied. Elle toucha aussi tous les chevaux qui étaient dans les écuries, avec les palefreniers, les gros matins de la basse-cour et la petite Pouffe, petite chienne de la princesse qui était auprès d'elle sur son lit. Dès qu'elle les eut touchés, ils s'endormirent tous, pour ne se réveiller qu'en même temps que leur maîtresse, afin d'être tout prêts à la servir quand elle en aurait besoin. Les broches même qui étaient au feu, toutes pleines de perdrix et de faisans, s'endormirent, et le feu aussi. Tout cela se fit en un moment. Les fées n'étaient pas longues à leur besogne. Alors le roi et la reine, après avoir baisé leur cher enfant sans qu'elle s'éveillât, sortirent du château et firent publier des défenses à qui que ce soit d'en approcher. Ces défenses n'étaient pas nécessaires, car il crut dans un quart d'heure, tout autour du parc, une si grande quantité de grands arbres et de petits, de ronces et d'épines entrelacées les unes dans les autres, que bête ni homme n'y aurait pu passer, en sorte qu'on ne voyait plus que le haut des tours du château, encore n'était-ce que de bien loin. On ne douta point que la fée n'eût encore fait là un tour de son métier, afin que la princesse, pendant qu'elle dormirait, n'eût rien à craindre des curieux. Alors maintenant, on s'intéresse à ce que fait ce que décide cette jeune fée qui a protégé la princesse comme elle a pu. Là, on voit bien toute cette séquence, c'est l'acte 2. C'est-à-dire, au début, on voudrait la perfection, on oublie la frustration, on voudrait oublier la frustration d'avoir que la perfection, et bien sûr, on se trompe, on voit, c'est la réalité. Là, on voit comment la réalité insiste pour apparaître. Mais la réalité n'est pas la fatalité. C'est-à-dire que cette prédiction qui dit la mort viendra, le refoulement ne tient pas sur le long terme, il y a toujours quelque chose qui exsude. C'est vrai, c'est comme ça que ça marche.
Ça n'est pas une malédiction, ça n'est pas une punition du destin envers nous. Et là, la jeune fée qui répare, entre guillemets, enfin, qui aménage la peine, je dirais, d'une certaine façon, dit aussi, ce n'est pas tant la mort ou la frustration ultime que la nécessité de transformer ce qu'on pensait être acquis au départ, comme la toute-puissance, pour introduire de nouveaux éléments dans cette situation qui vont la rendre dynamique. Donc effectivement, la jeune fille va se percer la main avec le fuseau. On va même pas encore développer l'image du fil et de la quenouille, mais bon, il y aura aussi beaucoup à dire. C'est-à-dire, il faut que ce qui a été refoulé s'exprime, quoi qu'il en coûte. Et l'effet magnifique de cette jeune fille qui sort de derrière la tapisserie, déjà c'est une belle image, je trouve la tapisserie comme image de la réalité. Cette jeune fille va dire, il va y avoir besoin de séparation radicale entre cet enfant et ses parents. La chose incroyablement précise, je dirais, de toute cette haine, c'est tout l'univers, tout l'environnement de la jeune fille va rester autour d'elle, sauf son père et sa mère. C'est-à-dire que le sommeil de 100 ans, c'est d'abord le récit d'une séparation entre des parents qui veulent avoir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ils veulent un enfant, donc la vie doit leur donner, et là ça leur dit, bah non, vous ne l'aurez plus. Parce que dans 100 ans, eux, ils seront morts. Ça parle avant tout de ça. Ah oui, tu vois, c'est quelque chose que j'avais pas... Je m'étais pas tellement concentrée sur cet aspect-là. Et c'est drôle parce que finalement, quand on voit la façon dont le conte détaille tout ce qui va être endormi, on a l'impression que l'attention, elle est portée sur ce qui va accompagner la princesse dans son sommeil, alors que là, ce que tu dis, en fait, ce à quoi il faut être vigilant, c'est au tout début de dire « sauf le roi et la reine ». C'est toujours la question de ce qui manque. Hein. On voudrait céder à la tentation de cette fascination pour la description, le récit, la plénitude, etc. Tout comme les fées avec leurs étuis d'or, les couvertes de rubis, de diamants, etc. Mais c'est un leurre, c'est ce qui nous fascine et qui nous fait oublier que la vraie chose doit se passer du côté de la vieille fée, à la tête branlante, plus de dépit que de vieillesse. Le manque en nous est actif, comme un levain. Et pour la jeune fille, effectivement, on peut se dire, ah là là, le feu, les perdrix, les grous, les chevaux, les machins. Oui, mais la seule chose qui manque, c'est les parents. Et ça dit tout. Et puis pour faire le lien avec la façon dont les contes peuvent nous accompagner dans la vie, ça nous invite aussi à parfois prendre peut-être le temps de ne pas se laisser comme ça distraire ou attirer par ce qui fait le plus de bruit ou qui est le plus étincelant, et de s'interroger sur qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui fait beaucoup moins de bruit mais qui est là quand même et qui peut-être mérite notre attention. Ça dit aussi que pour que l'enfant travaille vraiment en conscience le refoulement dont il a hérité, disons, à ses parents, il faut qu'il se sépare des parents. Il faut qu'il accepte de renoncer à cette position d'être le bon enfant satisfaisant. Et on sait que ce n'est pas facile. Et puis il y a aussi cette image de tous ces bois, ces épineux, etc., qui sont toujours une image de la pulsion. Le végétal est toujours associé à la pulsion, c'est-à-dire tout ce qui pousse et qui peut faire obstacle et qui là n'est plus la pulsion débridée du pouvoir du roi et de la reine, quelque chose qui les sépare, quelque chose qui est comme l'adolescence, je dirais, pour un enfant, ce moment où on a suffisamment de vitalité pour rejeter ses parents. En tout cas, pour rejeter ce qui, des parents, est perçu comme pas juste. Et heureusement qu'on le fait. Et on est évidemment grandement aidé par l'énergie de la libido à ce moment-là. C'est-à-dire le constat qu'on risque d'aimer quelqu'un d'autre dans sa vie que son papa et sa maman. Et c'est souhaitable. Il y a un autre personnage qui m'interroge aussi dans cet acte 2, c'est la bonne vieille femme. Je me demande s'il y a quelque chose à comprendre aussi du fait qu'il y a cette figure-là qui n'a aucune malveillance, mais qui se retrouve un peu instrument de la prédiction des faits. C'est-à-dire, il y a une part d'innocence, je dirais, dans ce qui du refoulement se présente à nous. C'est un peu comme si cette vieille femme qui file était la
la comparse ou la complémentaire de la vieille femme mécontente et qui a du dépit, elle n'est pas méchante par elle-même, elle est animée par quelque chose qui la traverse. Et dans une certaine mesure, on pourrait dire qu'elle est l'instrument du destin, pas plus, pas moins. Mais il faut bien qu'il y ait des instruments du destin pour que la réalité change. Est-ce qu'on poursuit vers l'acte 3 ? Au bout de 100 ans, le fils du roi qui régnait alors, et qui était d'une autre famille que la princesse endormie, étant allé à la chasse de ce côté-là, demanda ce que c'était que des tours qu'il voyait au-dessus d'un grand bois fort épais. Chacun lui répondit selon qu'il en avait ouï parler. Les uns disaient que c'était un vieux château où il revenait des esprits. Les autres que tous les sorciers de la contrée y faisaient leur sabbat. La plus commune opinion était qu'un ogre y demeurait et que là il emportait tous les enfants qu'il pouvait attraper, pour les pouvoir manger à son aise et sans qu'on le pût suivre, ayant seul le pouvoir de se faire un passage au travers du bois. Le prince ne savait qu'en croire, lorsqu'un vieux paysan prit la parole et lui dit « Mon prince, il y a plus de 50 ans que j'ai ouï dire à mon père qu'il y avait dans ce château une princesse, qu'elle y devait dormir 100 ans et qu'elle serait réveillée par le fils d'un roi à qui elle était réservée. » Le jeune prince, à ce discours, crut sans balancer qu'il mettrait fin à une si belle aventure, et résolut de voir sur le champ ce qui en était. À peine s'avança-t-il vers le bois, que tous ces grands arbres, ces ronces et ces épines s'écartèrent d'elles-mêmes pour le laisser passer. Il marche vers le château qu'il voyait au bout d'une grande avenue où il entra, et, ce qui le surprit un peu, il vit que personne de ces gens ne l'avait pu suivre, parce que les arbres s'étaient rapprochés dès qu'il avait été passé. Il ne laissa pas de continuer son chemin. Il entra dans une grande avant-cour où tout ce qu'il vit d'abord était capable de le glacer de crainte. C'était un silence affreux. L'image de la mort s'y présentait partout, et ce n'étaient que des corps étendus d'hommes et d'animaux qui paraissaient morts. Il reconnut pourtant bien, au nez bourgeonné et à la face vermeille des Suisses, qu'ils n'étaient qu'endormis, et leur tasse, où il y avait encore quelques gouttes de vin, montrait assez qu'ils s'étaient endormis en buvant. Il passe une grande cour pavée de marbre. Il monte l'escalier. Il entre dans la salle des gardes, qui étaient rangés en haie, la carabine sur l'épaule et ronflant de leur mieux. Il traverse plusieurs chambres, pleines de gentilshommes et de dames, dormant tous, les uns debout, les autres assis. Il entre dans une chambre toute dorée, et il voit sur un lit, dont les rideaux étaient ouverts de tous côtés, une princesse qui paraissait avoir 15 ou 16 ans, et dont l'éclat resplendissant avait quelque chose de lumineux et de divin. Il s'approcha en tremblant et en admirant, et se mit à genoux auprès d'elle. Alors, comme la fin de l'enchantement était venue, la princesse s'éveilla, et, le regardant. « Est-ce vous, mon prince ? lui dit-elle. Vous vous êtes bien fait attendre. » Le prince, charmé de ces paroles, ne savait comment lui témoigner sa joie et sa reconnaissance. Ses discours furent mal rangés. Il était plus embarrassé qu'elle, et l'on ne doit pas s'en étonner. Elle avait eu le temps de songer à ce qu'elle aurait à lui dire. Cependant, tout le palais s'était réveillé avec la princesse. Chacun songeait à faire sa charge, et il mourait de faim. La dame d'honneur, pressée comme les autres, s'impatienta, et dit tout haut à la princesse que la viande était servie. Le prince aida la princesse à se lever. Elle était toute habillée et fort magnifiquement. Mais il se garda bien de lui dire qu'elle était habillée comme Mère Grand, et qu'elle avait un collet monté. Elle n'en était pas moins distinguée. Ils passèrent dans un salon de miroirs, et y soupèrent, servis par les officiers de la princesse. Les violons et les hautbois jouèrent de vieilles pièces, mais excellentes, quoiqu'il y eût près de 100 ans qu'on ne les joua plus. Et après souper, le grand aumônier les maria dans la chapelle du château. Alors, acte 3, le prince réveille la princesse. Et tout le château, au passage. Qu'est-ce qu'il est important de discuter et de voir dans cet acte 3 ? Toujours les détails, les petits mots, les petites phrases qui viennent dire quelque chose ou qui nous rappellent quelque chose. On nous dit le prince qui n'était pas de la même famille, qui était d'une autre lignée, c'est-à-dire ces petites choses comme ça qui viennent entre deux virgules et qui disent c'est pas un inceste, c'est pas dans la proximité du connu, c'est vraiment un étranger. Et cet étranger, c'est ce qui manque dès le début quand on veut tout contrôler, quand le roi et la reine veulent
un enfant, parce que sinon ils sont bien fâchés. Ils ne laissent pas de place au mystère que représente le désir de l'enfant de venir ou pas. C'est ça, cette façon dont le pouvoir nous tente pour tordre le réel et lui faire rendre gorge jusqu'à ce qu'il nous donne ce qu'on veut. Là, c'est comme si le terrain était nettoyé. D'emblée, on dit les conditions de la rencontre se présentent mieux. Puis on retrouve aussi la mention des 50 ans, le seul qui dit la vérité dans ce tissu de fantasmes et de projections sur ce qu'est ce château. Celui qui dit « J'ai entendu dire il y a 50 ans, 50 ans, c'était aussi le temps pendant lequel on avait oublié la vieille femme, la vieille fée. Et c'est vrai qu'il y a pour tout le monde, partout, cette illusion de se dire si on attend assez, ça va disparaître. Ça ne disparaît pas, ça revient toujours. Après, c'est plus ou moins écouté, bien sûr, mais ça revient toujours, tout ce qui est important. Et puis ensuite, bien sûr, c'est le récit d'une rencontre prévue, c'est presque organisée, qui se fait sans surprise, avec des attentes de part et d'autre qui sont acceptables, et dont on sent bien que ça n'est pas la fin du conte. C'est là que la plupart des adaptations, y compris cinématographiques, sont mensongères. Le but n'est pas que le prince et la princesse se marient, ça c'est juste... C'est au menu déjà. Je trouve ça aussi, en le lisant, je me suis dit que cette façon dont cette forêt s'ouvre comme ça, de façon naturelle, et puis la façon dont le prince progresse comme ça jusqu'à sa promise, on pourrait dire, par le destin, qu'il y avait aussi quelque chose d'assez érotique, en fait, pour reprendre ce que tu expliquais sur la libido aussi, qui est importante pour la séparation avec... Et ça maintenant, en t'écoutant et en lisant ce conte avec toi, je me rends compte que c'est peut-être dans ces détails-là que ça se joue, alors que j'ai déjà entendu des versions assez sordides de La Belle au bois dormant et de son réveil, où en fait elle serait réveillée par le prince qui la viole, ou par l'accouchement d'un enfant, voilà, donc quelque chose d'assez sordide, et je sais pas si c'est la même chose que les fantasmes racontés avec les esprits qui sont dans le château, etc., qui sont toujours valables aujourd'hui, ou en fait, oui, plutôt que d'aller dans les détails subtils comme ça, on va aller vers des versions plus trash. Je sais pas exactement pourquoi. C'est très juste ce que tu dis par rapport à l'érotisme. On voit bien que ce qui est intéressant aussi, c'est que la jeune fille, elle est du point de vue du féminin, bien sûr, et le prince du point de vue masculin, et que leurs attentes et leurs cheminements sont différents pour la rencontre. La jeune fille dit « c'était long ». Et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans l'attente féminine qui est long. On attend que les hommes reviennent de la guerre, on attend qu'ils reviennent à la maison, on attend qu'ils reviennent d'une passade peut-être, mais la qualité de l'âme, c'est la patience, cette capacité d'endurance à travers le temps. Le jeune homme, effectivement, c'est le discernement qui va lui permettre d'être celui qui va traverser la libido sans s'identifier à la libido, c'est-à-dire le désir de la rencontre amoureuse. Il passe par le sexe, il n'a pas le sexe comme finalité, il a la conscience et l'amour comme finalité. Et là, c'est ce travail de tri qui fait qu'effectivement, de place en place, il se ferait un chemin sans violence, en prenant la mesure de ce qu'il rencontre, y compris du point de vue de l'apathie, de l'endormissement, de la torpeur qui doit s'éveiller. C'est-à-dire que faire l'amour, c'est pas juste s'envoyer en l'air, c'est s'éveiller à quelque chose d'autre, de très vivant. Et ce que je trouve assez touchant aussi chez ce prince, c'est le moment où il est charmé et que ses discours furent mal rangés. Je trouve que ça va vraiment à l'opposé de rencontres, ou en tout cas de représentations qu'on pourrait avoir de l'homme séducteur, du beau parleur. Là, c'est vraiment tout l'inverse. Il ne sait pas quoi dire. Est-ce qu'il y a un autre élément de cet acte 3 qui te semble important à éclairer ? Peut-être juste les différences de niveau entre le désir qui est tourné vers une sorte de sublime quand même, le prince et la princesse, qui se retrouvent, qui se rencontrent, bon c'est beau, et puis la gouvernante qui dit bon mais enfin quand même c'est pas le tout, on a faim, enfin le plancher des vaches, le retour à la vie matérielle dans lequel
Il y a les autres aussi, puis il y a le corps et puis il y a le partage. On poursuit ? Le prince vécut avec la princesse plus de 2 ans entiers, et en eut 2 enfants, dont le premier, qui fut une fille, fut nommé l'Aurore, et le second, un fils, qu'on nomma le Jour, parce qu'il paraissait encore plus beau que sa sœur. La reine parla plusieurs fois à son fils pour le faire expliquer, mais il n'osa jamais se fier à elle de son secret. Il la craignait, quoiqu'il l'aimât, car elle était de race ogresse, et le roi ne l'avait épousée qu'à cause de ses grands biens. On disait même tout bas à la cour qu'elle avait les inclinations des ogres, et qu'en voyant passer de petits enfants, elle avait toutes les peines du monde à se retenir de se jeter sur eux. Ainsi le prince ne lui voulut jamais rien dire. Mais quand le roi fut mort, ce qui arriva au bout de 2 ans, et qu'il se vit le maître, il déclara publiquement son mariage, et alla en grande cérémonie quérir la reine sa femme dans son château. On lui fit une entrée magnifique dans la ville capitale, où elle rentra au milieu de ses 2 enfants. Alors, 2 enfants et une grand-mère ogresse. Donc là, on a beaucoup de choses en peu de mots. Et avant même ça, on a quand même cette indication très intéressante que aussi longtemps que le père règne, le fils n'ose pas se présenter avec sa femme à la cour. C'est-à-dire que la protection du père vis-à-vis du fils ne s'exerce pas au point qu'il puisse prendre ce risque. Ce qu'il redoute, c'est sa mère, et sa mère semble être toute puissante par rapport à toute forme de danger qui pourrait survenir dans sa vie. Donc c'est comme avoir une sorte de vie cachée. Enfin, il est dans la position de l'homme qui a une vie d'adultère ou une double vie, en tout cas une double vie secrète, et elle est sortie de la torpeur des 100 ans, mais elle est toujours prise dans le refoulement de cette famille finalement. Et l'arrivée de ces 2 enfants, qui sont les seuls à être nommés, puisqu'ici on a toujours eu le roi, la reine, le prince, la princesse, la petite Aurore et le petit Jour, le féminin précédant le masculin, c'est comme une manière aussi de dire il y a quelque chose qui revient, qui est plus capable d'être identifié, mais qui est encore en péril. Et qui effectivement, comme tu le dis, met en scène 3 générations. La grand-mère est dangereuse, le fils n'est pas sûr d'avoir la puissance nécessaire, la femme est en danger, et les enfants sont des objets de convoitise. On comprend mieux pourquoi du côté de la famille maternelle, ça n'était pas si simple non plus d'avoir ce qu'on voulait. Si les enfants viennent au monde pour être dévorés, ils ont tendance à ne pas se précipiter pour venir. Et puis ça montre aussi l'écho qu'il peut y avoir entre 2 générations, ou en tout cas 2 lignées désormais liées par les liens du mariage, et comment est-ce que on peut apprendre en fait de ce qui se répond entre les 2 lignées. Souvent dans les contes, il y a une deuxième famille finalement qui se rend visible, qui est celle de l'ogre ou de l'ogresse ou là des beaux-parents, et qui éclaire finalement ce refoulement qu'on ne voulait pas, qu'on ne savait pas comment mettre à jour dans sa propre famille. Mais d'une façon ou d'une autre, ça cherche à apparaître. C'est pour ça que quand des gens disent « mais moi j'ai pas beaucoup de connaissances sur ma famille » ou n'importe, tous les gens à qui on s'est lié nous disent quelque chose de notre milieu d'origine, si on écoute. Donc encore une fois, le lien entre ce qui est dit dans ce conte et puis notre vie et les rencontres qu'on fait. Je me demande aussi quand même la responsabilité de ce prince qui semble ne pas encore s'être tout à fait affirmé vis-à-vis de son père et séparé de sa mère. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Pour moi, c'est le bon terme parce qu'on voit bien qu'effectivement, il n'est pas un fils suffisamment confiant par rapport à ses parents pour leur dire de leur vivant à tous les deux qu'il s'est marié, pas qu'il a rencontré une fille, qu'ils se sont mariés. Bah, c'est fort quand même de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir une vie conjugale avec quelqu'un pendant 2 ans. 2 ans, c'est du temps quand même. Et de ne toujours pas le dire à ses parents comme si on restait un petit garçon, soumis. Le père meurt, le fils devient roi, donc il a l'autorité d'État, je dirais l'autorité de principe, mais il n'a pas le courage de faire face à cette femme quand même dont il a toujours peur. Il la craint bien qu'il l'aime. Tout est dit. On sent bien que la bataille n'est pas encore gagnée. Et puis la façon dont finalement il décide de présenter sa femme et ses enfants,
en grande pompe, de façon publique, mais pas nécessairement de façon peut-être franche ou intime vis-à-vis de sa mère. Oui, c'est la fonction royale qui est assumée, hein. La disparition du père fait que le fils devient roi, mais ça tient toujours sur l'appareil d'État, sur le pouvoir visible et temporel, pas sur la conviction intime de pouvoir faire face. Il y a toujours peur à cet endroit, et on voit ça beaucoup, enfin. Combien de fois on discute avec quelqu'un ou dans le cadre de la thérapie et puis la personne finit par voir très bien ce qu'elle pourrait dire à sa famille, mais quand elle est devant, oui, que ça devient une petite souris. Parce que cette mémoire qui nous lie à la mère, elle est cellulaire, elle est intime, elle est affective, bien sûr. Elle est très profonde et très archaïque. Et même le prince, même devenu roi, il a toujours peur. Donc si jamais les personnes qui nous écoutent ont peur de parler à leurs parents, ils peuvent s'identifier un petit peu à ce prince. Est-ce qu'on poursuit ? Quelque temps après, le roi alla faire la guerre à l'empereur Cantalabute, son voisin. Il laissa la régence du royaume à la reine sa mère, et lui recommanda fort sa femme et ses enfants. Il devait être à la guerre tout l'été, et dès qu'il fut parti, la reine-mère envoya sa bru et ses enfants à une maison de campagne dans les bois, pour pouvoir plus aisément assouvir son horrible envie. Elle y alla quelques jours après, et dit un soir à son maître d'hôtel : « Je veux manger demain à mon dîner la petite Aurore. »« Ah, madame, dit le maître d'hôtel. « Je le veux, dit la reine, et elle le dit d'un ton d'ogresse qui a envie de manger de la chair fraîche. Et je la veux manger à la sauce Robert. » Ce pauvre homme, voyant bien qu'il ne fallait pas se jouer à une ogresse, prit son grand couteau et monta à la chambre de la petite Aurore. Elle avait pour lors 4 ans, et vint en sautant et en riant se jeter à son col, et lui demander du bonbon. Il se mit à pleurer. Le couteau lui tomba des mains, et il alla dans la basse-cour couper la gorge à un petit agneau, et lui fit une si bonne sauce que sa maîtresse l'assura qu'elle n'avait rien mangé de si bon. Il avait emporté en même temps la petite Aurore, et l'avait donnée à sa femme, pour la cacher dans le logement qu'elle avait au fond de la basse-cour. 8 jours après, la méchante reine dit à son maître d'hôtel : « Je veux manger à mon souper le petit jour. » Il ne répliqua pas, résolu de la tromper comme l'autre fois. Il alla chercher le petit jour, et le trouva avec un petit fleuret à la main dont il faisait des armes avec un gros singe. Il n'avait pourtant que 3 ans. Il le porta à sa femme, qui le cacha avec la petite Aurore, et donna à la place du petit jour un petit chevreau fort tendre que l'ogresse trouva admirablement bon. Cela était fort bien allé jusque-là. Mais, un soir, cette méchante reine dit au maître d'hôtel : « Je veux manger la reine à la même sauce que ses enfants. » Ce fut alors que le pauvre maître d'hôtel désespéra de la pouvoir encore tromper. La jeune reine avait 20 ans passés, sans compter les 100 ans qu'elle avait dormi. Sa peau était un peu dure, quoique belle et blanche. Et le moyen de trouver dans la ménagerie une bête aussi dure que cela ? Il prit la résolution, pour sauver sa vie, de couper la gorge à la reine, et monta dans sa chambre dans l'intention de n'en pas faire à 2 fois. Il s'excitait à la fureur, et entra, le poignard à la main, dans la chambre de la jeune reine. Il ne voulut pourtant point la surprendre, et il lui dit, avec beaucoup de respect, l'ordre qu'il avait reçu de la reine-mère. « Faites votre devoir, lui dit-elle en lui tendant le col. Exécutez l'ordre qu'on vous a donné. J'irai revoir mes enfants, mes pauvres enfants que j'ai tant aimés. » Car elle les croyait morts depuis qu'on les avait enlevés sans rien lui dire. « Non, non, madame, lui répondit le pauvre maître d'hôtel, tout attendri. Vous ne mourrez point, et vous ne laisserez pas d'aller revoir vos chers enfants. Mais ce sera chez moi, où je les ai cachés, et je tromperai encore la reine, en lui faisant manger une jeune biche en votre place. » Il l'amena aussitôt à sa chambre, où la laissant embrasser ses enfants et pleurer avec eux, il alla accommoder une biche, que la reine mangea à son souper, avec le même appétit que si c'eût été la reine. Elle était bien contente de sa cruauté, et elle se préparait à dire au roi, à son retour, que les loups enragés avaient mangé la reine, sa femme et ses 2 enfants. Donc, un sacré dessin de l'ogresse. Et on pourrait dire la bonté et la malice de ce maître d'hôtel.
et à la fois encore une forme de tromperie qui continue ou d'arrangement avec la réalité. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? D'abord, je suis frappée par la position maternelle. Au tout début, on nous parle d'un couple où finalement la reine ne réussit pas à avoir d'enfants. Ensuite, on nous parle d'une ogresse qui a des enfants, enfin qui a un fils, qu'elle pourrait effrayer de par son statut d'ogresse, et d'une belle-mère qui est capable, et d'une grand-mère qui est capable d'envisager sa descendance finalement comme une nourriture. Ce qui renvoie à l'ambivalence quand même de ce que c'est qu'être une mère, de ce que c'est que porter un enfant dans son ventre, et de ce que c'est que de le confondre avec de la matière première pour en tirer de l'énergie. Et c'est plus répandu qu'on ne voudrait le croire. Je lisais l'autre jour une citation de je ne sais pas quel poète ou artiste qui disait « L'amour, c'est quand on désire en se retenant de manger. » Tous ces petits enfants dont on dit « ils sont tellement mignons, ils sont à croquer ». L'ogresse est cohérente avec ça, elle, ce qu'elle aime, c'est le goût de la viande, c'est pas les gens, clairement. Et on voit bien que là, on est aux antipodes de la conscience, bien sûr, et de l'amour. On est dans la frustration totalement assumée. Il est hors de question que ce que je veux me soit refusé, y compris, bien sûr, le corps de mon propre enfant. Je l'ai mis au monde, il m'appartient, je peux le dévorer. Et sous une forme moins cannibalesque, aussi évidente, ça existe, cette chose qui dit « vous êtes mes enfants, je vous ai mis au monde, donc vous m'appartenez. Votre vie m'appartient, vous n'avez pas le droit, je sais pas, de déménager, de faire un métier qui ne me convient pas, de choisir des époux, des femmes qui ne me conviennent pas. Pourquoi ? Parce que la matrice vous a mis au monde, donc votre vie lui appartient. » Ça existe. Et puis ça a le goût du détail, ça dit à la sauce Robert. C'est vraiment totalement orienté par la jouissance. Et après, on a la figure de cette jeune reine, de cette jeune mère qui dit « Je veux bien mourir pour aller retrouver mes enfants. » Et où là, on entend l'amour, le sacrifice, le don, le chagrin aussi, bien sûr, l'antipode de cette dévoration permanente. Et je trouve aussi la figure de ce maître d'hôtel assez touchante aussi. On voit bien, on peut se reconnaître en lui entre l'envie de sauver sa peau quand même, et puis qu'il essaie de se convaincre qu'il est capable de cette violence-là, et en fait il est très tendre, et puis finalement il a plus de courage qu'on pourrait dire que le père en l'occurrence. Oui, le père est parti, mais lui, il a jamais osé, ne serait-ce que tenter de tromper sa mère, ou en tout cas se positionner. Le prince a osé tromper sa mère, mais seulement dans le secret, alors que le maître d'hôtel représente un pas plus avancé dans la mesure où lui, il ose le subterfuge. Il ose le subterfuge après avoir bien vu aussi en tête-à-tête avec la reine ogresse ce qu'il risque s'il refuse. C'est-à-dire cet endroit où le prince est encore timoré et où chacun de nous peut avoir peur de voir le mal là où il est, lui il l'a vu. Il a vu que s'il refusait d'amener le petit garçon en rôti, c'est lui qui mourrait. Il n'y a plus cet évitement de la réalité. C'est confrontant. Je pense que c'est assez important là les mots, parce que tout à l'heure quand j'essayais comme ça de prendre les premiers éléments qui me viennent à la lecture de cet acte, je parlais de tromperie, puis toi tu parles de subterfuge. C'est quand même pas la même chose et c'est important peut-être aussi quand on fait le lien avec notre propre vie de savoir discerner ou distinguer à quel moment des subterfuges peuvent se justifier, et que c'est pas la même chose que de la tromperie ou de la trahison. Ulysse, par exemple, use toujours de subterfuge. Ulysse aux 1000 ruses. Ulysse, c'est celui qui est capable d'inventer toujours des manières de biaiser le contexte pour faire que, du coup, l'épreuve peut devenir une victoire. Ça n'est pas tricher en niant les règles, c'est en contestant le caractère cruel de règles fausses.
qui parfois sont celles du pouvoir. La clandestinité, la résistance, ça se justifie si on est dans une dictature. On use de subterfuge, mais c'est absolument légitime. C'est ce qui nous distingue du mouton passif, du bétail que l'ogresse va manger. Un soir, qu'elle rôdait à son ordinaire dans les cours et basses-cours du château, pour y âlener quelques viandes fraîches, elle entendit dans une salle basse le petit Jour qui pleurait parce que la reine sa mère le voulait faire fouetter à cause qu'il avait été méchant. Et elle entendit aussi la petite Aurore qui demandait pardon pour son frère. L'ogresse reconnut la voix de la reine et de ses enfants, et, furieuse d'avoir été trompée, elle commanda dès le lendemain matin, avec une voix épouvantable qui faisait trembler tout le monde, qu'on apporta au milieu de la cour une grande cuve, qu'elle fit remplir de crapauds, de vipères, de couleuvres et de serpents, pour y faire jeter la reine et ses enfants, le maître d'hôtel, sa femme et sa servante. Elle avait donné ordre de les amener les mains liées derrière le dos. Ils étaient là, et les bourreaux se préparaient à les jeter dans la cuve, lorsque le roi, qu'on n'attendait pas si tôt, entra dans la cour à cheval. Il était venu en poste et demanda tout étonné ce que voulait dire cet horrible spectacle. Personne n'osait l'en instruire, quand l'ogresse, enragée de voir ce qu'elle voyait, se jeta elle-même la tête la première dans la cuve et fut dévorée en un instant par les vilaines bêtes qu'elle y avait fait mettre. Le roi ne laissa pas d'en être fâché. Elle était sa mère, mais il s'en consola bientôt avec sa femme et ses enfants. Alors, c'est une fin, on pourrait dire presque précipitée, dans une cuve de vipères et de couleuvres et de... À ton avis, qu'est-ce qu'il est important de retenir là ? C'est le retour de la pulsion. C'est que l'ogresse est dévorée par la pulsion de dévorer, en l'occurrence. Et que de même qu'il y avait une forme de pulsion au départ de l'histoire avec la frustration du roi et de la reine qui veulent avoir ce qu'ils veulent parce qu'ils le méritent bien, ils le valent bien. On a cette même rage comme ça qu'on connaît tous de la frustration est une sensation très désagréable, ce truc qui tourne en rond en nous et qui fait et qui cherche toujours à attraper quelque chose à porter pour le déchirer à belles dents. Et se défouler, le fameux défoulement. Là, on voit bien que l'ogresse est investie par cette chose-là qui l'habite et dont les serpents, les crapauds, etc. sont une image tout à fait pertinente. Mais que plutôt que de cette fois pouvoir utiliser l'autre comme une proie de sa tentation dévoratrice, c'est elle-même qui s'y retrouve précipitée comme un juste retour des choses. C'est-à-dire si on veut confronter la réalité de ce qui nous habite en termes de démons presque, soit on l'exorcise, soit on s'y livre plus totalement. Et moi j'aime beaucoup la dernière phrase qui m'a toujours enchantée, que le roi ne manqua pas d'être triste parce que c'était sa mère. Il n'est pas dans le déni. Mais en même temps, il s'en console vite, parce que quand même, c'est pas l'amour. C'est la filiation, mais ce n'est pas l'amour. Et je trouve que La Belle au bois dormant est un conte particulièrement puissant de ce point de vue-là, qui dit qu'il peut beaucoup y avoir d'illusions sur la volonté d'être parent et la réalité de ce que peut recouvrir la notion d'amour parental. Aimer, ça suppose qu'on ne dévore pas ce qu'on aime. Je trouve qu'il y a un joli contraste aussi entre cette dévoration là qui anime cette ogresse et cette bonté qui est manifestée par la Aurore qui défend son petit frère, et en même temps l'amour aussi qui corrige en quelque sorte, c'est-à-dire que là en l'occurrence fouetter, il faut bien l'image, c'est peut-être un peu fort, on ne sait pas, mais de montrer que l'amour c'est ça aussi, c'est pas nécessairement uniquement cuit les petits oiseaux. Qui aime bien châtie bien, ça veut dire châtie à la mesure de ce qui est perçu comme de votre... On redresse ce qui est tordu, et ça n'est pas une cruauté, c'est un soutien, c'est une tutorisation. Alors que dans l'amour dévorant, on est prêt à dévorer mardi ce qu'on adorait lundi. On change d'objet, c'est tout. L'adoration n'a rien à voir avec l'amour, mais plus avec la convoitise. Et les parents qui adorent leurs enfants ne sont pas toujours des parents qui les aiment bien. Et puis pour continuer sur la distinction entre
l'amour et filiation, en tout cas de dire que c'est pas parce qu'il y a filiation qu'il y a amour. On peut revenir sur le fait que cette ogresse a aussi l'intention de jeter le maître d'hôtel, sa femme et la servante, qui d'une certaine manière ont aimé aussi et protégé les enfants, et puis ensuite la princesse, ou en tout cas leur mère, et que voilà, malgré le manque de liens familiaux, il y avait bien de l'amour à cet endroit-là aussi. L'amour, je crois, est toujours lié à la prise en compte de l'innocence de ce qu'on aime. C'est-à-dire nos enfants peuvent nous mentir, ils peuvent faire des bêtises, etc. Mais fondamentalement, quelque chose en nous croit à l'innocence initiale de leur âme. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas faire le mal, ils font parfois le mal, bien sûr. Mais si on peut dire sans le vouloir, à moins qu'on découvre que son enfant est pervers, ce qui est une autre question complexe. Alors que la perversité de cette cruauté cannibale, elle déteste le bien, elle déteste l'amour, elle déteste tout ce qui rappelle que l'amour existe et que c'est profondément ça qui nous anime. Et c'est ça aussi la volonté toute puissante du roi et de la reine qui, parce qu'ils ont tout, doivent aussi avoir un enfant. D'ailleurs, c'est joli cette manière dont on dit « il leur naquit une fille ». On ne dit pas « ils ont eu un enfant », il leur naquit. Ça leur vient d'ailleurs. Et chaque fois qu'on oublie ça, on perd l'innocence. J'aimerais bien qu'on revienne aussi sur cette arrivée tout étonnée du roi, qui est une arrivée providentielle quand même, puisque ça sauve la vie de sa femme et de ses enfants. Et en même temps, il y a quelque chose, on a l'impression que c'est pas du tout du fait de sa volonté. Les prises de conscience, la volonté n'y suffit pas. Il faut qu'il y ait un alignement entre l'ouverture de l'âme pour percevoir quelque chose de nouveau, contester un récit qui jusque-là était supportable. Le prince, d'une certaine manière, il sait depuis longtemps que sa mère a des tentations ogresques, mais c'est suffisamment refoulé pour que ce soit supportable. Et là, tout d'un coup, il est face au fait accompli. Et là, s'il refoulait et qu'il dise « Non, non, mais maman, vas-y, fais ce que tu veux », les conséquences, bien sûr, seraient dramatiques. Il choisit la vie qu'il a envie d'avoir, il choisit l'homme qu'il a envie de devenir. Il n'est plus un fils, il devient un homme. Et ça, dans beaucoup de familles, dans beaucoup de couples, c'est compliqué. Des fils qui restent des fils de leurs parents et qui ne deviennent pas les maris et les compagnons de leurs femmes. J'en ai vu beaucoup. Et je me pose la question, est-ce qu'il le choisit vraiment, ou est-ce que c'est la pulsion de sa mère qui la précipite dans la cuve? Parce que il semble dire qu'il est tout étonné, personne ne lui dit rien, puisqu'il pose la question qu'est-ce qu'il est en train de se passer, et puis c'est elle qui se précipite. Donc je me demande, est-ce qu'il choisit vraiment, ou est-ce que c'est moi qui suis un peu trop dure avec ce roi? Il est mis devant le fait accompli. C'est-à-dire pour la dévoration perverse, il n'y a plus d'issue possible, il n'y a plus de pouvoir. Le pouvoir qu'elle avait, qui était de la toute-puissance, puisqu'elle était régente du royaume, va lui être ôté des mains, donc elle sait qu'elle va tout perdre. Donc elle préfère avoir cet acte ultime de pouvoir qu'elle choisit, elle, de se perdre avant d'être condamnée. Et lui, il est mis devant la réalité d'un fait qui était là sous-jacent depuis longtemps et qui cette fois devient acté. Mais dans l'absolu, c'est juste comme un rideau qui se déchire, la chose était là depuis longtemps. C'est une révélation dans le sens apocalyptique. Et bienvenue, bien sûr, c'est une chance. Et ce qui est merveilleux, c'est ce côté providentiel des différents facteurs spatio-temporels qui s'alignent. Comme ça arrive parfois dans la vie, on appelle ça un miracle. Et peut-être que pour terminer, on pourrait revenir sur l'autre figure masculine, le maître d'hôtel, et la façon dont il est touché par la tendresse, par l'innocence, et aussi, on pourrait dire, le sacrifice par amour de la princesse. Oui, la filiation abusive des ogresses et des ogres en tout genre, ou des parents qui font savoir tout le pouvoir, est très signalée par le fait qu'elle se présente toujours comme étant la voie relationnelle par laquelle on aura accès au bien et au bon.
tu nous dois tout, on a tout fait pour toi, etc., etc. Mais d'abord, c'est faux, on ne doit rien à ses parents, on doit à ses enfants. Et ensuite, ce qui nous constitue le mieux comme être humain, c'est l'expérience de la bonté. Et la bonté, on la trouve parfois pas du tout dans sa famille, et on va la trouver avec des inconnus, des étrangers qui vont devenir des amis, des proches, des compagnons, des compagnes. C'est ça la réalité, c'est ça que la reine, la jeune reine, les enfants, le maître d'hôtel, sa femme, etc. partagent. C'est ce goût de la bonté, tout simplement, ce goût de la justesse, qui fait qu'on est vivant avec les autres vivants sur la terre, et pas juste objet de sa filiation verticale. Ça te va? Ça me va très bien, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que ce premier conte vous a parlé, vous éclaire aussi sur la façon dont les contes peuvent vous guider dans la vie, vous permettre de penser les liens dans votre famille ou avec vos partenaires d'une façon plus sage peut-être et courageuse. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, scintillez pour nous et on vous dit à très bientôt.